Hi everyone, welcome to the 2020 Martin Ennals Award. I'm Nirosha Beck, Head of Communications at the Martin Ennals Foundation. I'm here with Isabel De Sola. Isabel, you are the director of the foundation. That's right. Hi. Hello everyone. Isabel, I was wondering if you could give us some insights in terms of the all-women podium that we have this year. It's really a first in the history of the award. Yes, we couldn't be prouder. We couldn't be more excited to have 3 women human rights defenders recognized this year by the Martin Ennals Award. We have first Huda Al-Sarari from Yemen. Huda was a lawyer working in Yemen when in 2015 she stumbled upon cases of men and boys that were being detained by the thousands in secret prisons run by foreign governments in the south of Yemen. She worked to free 250 of those men and boys and documented thousands of other cases in these prisons. We also have Norma Ledesma from Mexico, from Chihuahua, Mexico. Norma became a human rights defender, unfortunately, the day that her daughter Paloma disappeared on her way home from school in 2002. And since that day, Norma has dedicated her life and created an organization that supports families seeking justice for their missing loved ones in Mexico. And lastly, we have Sizani Ngubane from South Africa. Sizani has been working for human rights for more than 50 years. She's a Zulu women leader. She has worked to give women and girls in traditional areas of South Africa the capacity to exercise their rights to education, to represent themselves in court, to choose their husbands, and now to own property. And the 3 of them, I have to say, are exceptional, and we are thrilled that they're here with us in Geneva. Thank you, Isabel. One more and one last question, actually. Could you just maybe give us a little bit of information as to how this award will help these human rights defenders concretely? The award was created almost 30 years ago by a group of persons who were admirers of Martin Ennals. So Martin Ennals was a pioneer of the human rights movement. He was the first Secretary General of Amnesty International and created several organizations that fought for people's rights. When he passed away in the 90s, an award was created in his honor with the hope that the visibility and the legitimacy and the energy of this award could support and protect, give a sort of protective barrier around the person that won it. And over the years, there's been a group of 10 organizations from the human rights sector that form the jury for this award. They come together to select finalists whose commitment and bravery in fighting for human rights is truly an inspiration to others. And we on the foundation, what we do together with our partners in the city of Geneva and our donors is to amplify these messages, to bring them to Geneva, to bring them to this ceremony, to live stream them around the world so that people hear what they have to say, know their names, and understand what causes they're fighting for. The idea is that the more of us that stand behind these defenders, the stronger they will be and the more effective they'll be in their work. Thank you, Isabel. Thank you, everyone, for following us. I think we are going to start in about 10 minutes, so stay tuned. Thank you, Isabel, again. Thank you. Thank you. Alors avant de débuter la soirée, un petit peu de musique tout d'abord. Vous savez sans doute que cette édition est placée sous le signe des femmes. Cette formation Nananer est totalement en harmonie avec le thème de cette année. Et avant de les écouter, je laisse leur coordinatrice Stéphanie nous dire quelques mots. Bonsoir, bienvenue. Nous avons l'honneur d'ouvrir cette cérémonie. Avant de commencer à chanter, quelques mots pour nous présenter. La grève des femmes qui a lieu le 14 juin 2019
a rassemblé plus d'un demi-million de femmes et d'hommes solidaires dans toute la Suisse. L'expression de nos revendications a pris une multitude de formes et notre chorale en est un exemple. Nous sommes la chorale féministe Nananer et nous continuons à unir nos voix en public pour porter nos revendications. Ensemble, nous nous redressons, nous reprenons confiance en nous et en notre force. Nous chantons pour l'égalité et la diversité. Nous en avons assez de cet ordre social qui hiérarchise les êtres humains afin de légitimer l'exploitation, la violence et le meurtre. Nos chants animent notre solidarité envers toutes celles et ceux que le système oppresse. Nos chants nous reconnectent les unes aux autres et nous donnent force et espoir. L'amour et la paix triompheront. Merci. C'était une maison douce, une maison de bonne aloi, juste ce qu'il faut de mousse répartie aux bons endroits, assez de murs pour connaître une chaleur bien l'asseoir, et ce qu'il faut de fenêtres pour regarder sans effroi. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Elle ouvrait parfois sa porte à ceux qu'elle choisissait. La serrure n'est pas forte, maison tu n'as pas de clé. Mais avec sa confiance, jamais elle ne pensa qu'on pût user de violence pour pénétrer sous son toit. Non, non, je n'invente pas, mais
raconte tout droit. Advint qu'un jour de malchance, une bande s'approcha. On sonne à la porte, on lance des coups de pied çà et là. À plusieurs on s'encourage, on prétend qu'elle ouvrira. Et commence le saccage, la porte on l'enfoncera. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Sauvagement ils pénètrent, dévastant tout devant eux. Ils obligent les fenêtres à s'ouvrir dans le feu. Avec leurs couteaux, ils gravent des insultes sur les murs. Et s'en vont faisant les braves quand tout n'est plus que blessure. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. La maison depuis ce crime n'a plus d'âme ni de nom. Mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute, dit-on. Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie, avec sa toiture neuve et son jardin bien fleuri. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. D'ailleurs, une maison sage ne reste pas isolée. Celles qui sont au village se font toujours respecter. Quand on n'a pas de serrure, il faut avoir un gardien. C'est chercher les aventures que de fleurir son jardin. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Si vous passez par la route et si vous avez du cœur, vous en pleurerez sans doute, c'est l'image du malheur. Mais rien, même vos larmes, ne lui portera secours. Elle est loin de ses alarmes, elle est fermée pour toujours. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Si j'ai raconté l'histoire de la maison violentée, c'est pas pour qu'on puisse croire qu'il suffit de s'indigner. Il faut que cela s'arrête, on doit pouvoir vivre en paix, même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé. Non, non, je n'invente pas, moi je dis ce que je dois. Nous qui sommes écriviers, les femmes, dans l'ombre de l'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, on refuse de nous voir. Le bon, nous femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 asservis, humiliés, les femmes achetées dans Dieu.
Et merci beaucoup, Anna Nanner. Quelques petites informations pratiques encore. Tout d'abord, la cérémonie est filmée, diffusée sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. Toute personne qui ne souhaite pas être filmée doit contacter les caméramans, il y en a quelques-uns dans la salle, pour leur signifier que vous ne souhaitez pas être filmé. Et j'imagine que tout le monde a des casques, mais si jamais, sachez que nos 3 finalistes vont s'exprimer en anglais, en arabe, en espagnol. Alors, à moins que vous ne maîtrisiez ces 3 langues, soyez bien sûr d'avoir un casque. Maybe in English, if you do need translation, you have students in the hall to provide the audio devices to get the translation. Et maintenant, je vais laisser la parole à Isabelle Dessola, la directrice de la Fondation Martin Ennals, qui va nous dire quelques mots. Elle arrive par ici. Je l'attendais de l'autre côté. Good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir, It's my mesdames et great messieurs. honor Je to suis welcome très you to the honoreux Martin de vous Ennals souhaiter la Award bienvenue à l'occasion de la cérémonie du prix Martin Ennals 2020. Mesdames les finalistes du prix Martin Ennals, Madame l'ancienne présidente de la Confédération, Monsieur le représentant permanent de la Suisse, Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires, Madame la maire de la ville de Genève, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal de la ville de Genève, Mesdames et Messieurs les membres du conseil de Fondation Martin Ennals et du jury du prix Martin Ennals, Mesdames et Messieurs les représentants des milieux académiques, de la société civile et des médias, et je ne veux pas oublier non plus les élèves et maîtres des écoles de culture générale, Madame de Sahel et Ella Maillard. Vous êtes là. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en live sur le net. Il y a plus de 12 pays qui nous suivent à distance. C'est une tradition genevoise. J'espère que vous en tirerez parti, vous en profiterez. Bon nombre de vous viennent de bien loin pour assister à cette cérémonie. Nous en sommes heureux. Avant de commencer, j'aimerais savoir combien d'entre vous ont assisté à cette cérémonie par le passé. Levez la main, s'il vous plaît. Combien d'entre vous assistent pour la première fois à cette cérémonie? Nous sommes des nouveaux venus ce soir, c'est excellent. Et une question piège peut-être, combien d'entre vous ont assisté à plus de 10 cérémonies du prix Martin Ennals? Pouvez-vous vous lever? Pouvez-vous vous lever? Merci, mesdames et messieurs, merci. Pour ceux d'entre nous pour qui c'est la première fois, je nous propose quelques objectifs. Votre semaine est chargée, il pleut, le nuage est bas et nous sommes là pour découvrir le destin de Madame El-Sarrari, Madame Ledesma et Madame Ngoubane. Nous allons donc tout d'abord passer en revue la raison d'être de Martin Ennals. Martin est un pionnier en la matière. Il a été là une figure de proue. Il a lancé bon nombre d'organisations pour défendre les droits humains. En début des années 90, il est décédé et un groupe de ses admirateurs ont décidé de créer un prix. Ils ont estimé que ce prix pouvait offrir une certaine protection aux défenseurs, défenseuses des droits humains qui mettent leur vie en péril. Ils ont estimé que donner davantage de visibilité, c'était possible par le biais de ce prix. Et cela allait alimenter la force de ces défenseurs des droits humains. Aujourd'hui, nous, au sein de la Fondation, aux côtés des 10 membres du jury Martin Ennals, ainsi que la ville de Genève, nous avons l'intime conviction que c'est un modèle à suivre. Plus nous allons gonfler les rangs des admirateurs de ces défenseurs, plus ils seront protégés. Mais le monde aujourd'hui est plus compliqué.
il est plus complexe, il y a plus de demandes et ceux qui disent la vérité peuvent s'écrouler, peuvent être anéantis, peuvent être contrecarrés par la peur, par la haine. Ceux qui défendent les droits humains peuvent être jetés en prison pour être libérés, pour être ensuite peut-être jetés à prison à nouveau, même s'ils peuvent comparaître devant les tribunaux de leur pays. Le consensus qui est sous-jacent à la Charte internationale des droits de l'homme est aujourd'hui en péril. C'est pourquoi c'est un prix qui doit mériter notre attention, mais que pouvons-nous faire? Je pensais à tout cela et je me suis inspirée de mon poète portoricain Jennifer Lopez, ma J-Lo, ma poète portoricaine favorite. Elle avait dit « Let's get loud, faisons du bruit, faisons du bruit au sujet des droits humains et soyons intelligents. Comment envoyer ces messages? Comment le faire d'une façon bruyante, dans un monde de plus en plus bruyant? » Martin Annals, je suis sûre qu'ils auraient été d'accord avec Jennifer Lopez sur ce point. Eh bien voilà, ce sera là notre premier objectif. Faisons du bruit pour soutenir ces trois finalistes, Madame Sarari, Madame Ledesma et Madame Ngubane. Deuxième objectif, il faut célébrer, il faut rendre hommage à ces femmes d'exception. Et ce faisant, nous allons rendre hommage à tous les défenseurs, toutes les défenseuses des droits humains. Le prix Martin Ennals rend hommage à des défenseurs, des défenseuses qui ont fait preuve de détermination, de constance, de ténacité, de courage. Ce qu'ils nous ont donné, c'est un cadeau qu'il faut saluer ce soir. Si vous êtes là, dans cette salle ce soir, c'est parce que d'une certaine façon, vous êtes aussi défenseurs des droits humains. Merci d'être parmi nous ce soir. Et je vous invite à le faire avec bruit, avec intelligence et avec jovialité. Il faut célébrer les défenseurs et les défenseuses des droits humains ce soir dans cette salle. Et je vais faire du bruit pour souhaiter la bienvenue à la maire de Genève, Madame Sandrine Salerno. Vous avez la parole, Madame. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole devant vous ce soir pour cette 26e cérémonie du prix Martin Ennals. Cette année encore, la remise de cette récompense permet de porter la lumière sur des personnalités hors du commun, se distinguant par la force de leur engagement, leur abnégation et leur courage. Alors que les droits humains continuent d'être attaqués partout et sans cesse, alors que celles et ceux qui les défendent n'ont jamais été autant menacés, mis en danger, la remise de ce prix revêt toujours davantage un caractère essentiel. Je suis donc particulièrement heureuse et fière ce soir que Genève, capitale internationale des droits humains, soit cette année encore et pour longtemps, je l'espère, le partenaire de cette cérémonie. Particularité de cette 26e édition et pour la première fois dans l'histoire du prix, ce sont 3 femmes d'exception qui ont été sélectionnées par le jury international. Je tiens à saluer avec force ce choix. Alors même que vous me savez viscéralement attachée aux questions d'égalité et à la mise en valeur du rôle joué par les femmes dans toutes les sphères de la société. Nous le savons, l'une des transformations les plus marquantes du XXe siècle est liée à la reconnaissance mondiale du fait que les droits des femmes et l'égalité des genres sont des objectifs légitimes. Cet immense bouleversement n'est pas dû au hasard. Il résulte du travail déterminé de femmes courageuses et de mouvements qu'elles ont créés. Leur activisme, leur plaidoyer, les progrès incroyables qu'elles ont atteints ont changé à jamais notre conception de la justice sociale, tant et si bien que les formes de discrimination, de violence et d'exclusion fondées sur le genre, auparavant si normales, sont désormais des problèmes reconnus à défaut d'être résolus. Partout dans le monde, les femmes se battent donc avec conviction, bravoure, abnégation pour leurs droits fondamentaux. Un mouvement global qui existe en Suisse également. En juin 2019, l'année passée, ce sont ainsi 500 000 femmes qui se sont mises en grève dans notre pays
pour réclamer l'égalité maintenant et dans tous les domaines. Militantes, citoyennes, étudiantes, retraitées, syndicalistes, mères, migrantes, elles ont porté ensemble les revendications essentielles et rappelé que lorsque les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. Si la situation en Suisse peut bien sûr sembler positive au regard de ce qui se passe dans d'autres régions du monde, il s'agit cependant de rappeler ce soir que chaque jour, les femmes de notre pays sont exposées aux discriminations, aux stéréotypes, au harcèlement, aux violences de genre. Dans la rue, dans les transports, au travail, dans leur intimité, le sexisme atteint leur vie, atteint leur corps. Car les discriminations de genre constituent une problématique structurelle qui ne connaît pas de frontières, qu'elles soient économiques, sociales, culturelles, géographiques, et qui représente l'une des violations des droits fondamentaux les plus fréquentes dans le monde entier. Mesdames et messieurs, si dans le contexte mondial, marqué par un renforcement sans précédent du mouvement féministe, ce contexte mondial se caractérise aussi dans le même temps par une résistance accrue face à l'égalité des genres qui se manifeste dans certains pays par une politique de diabolisation, un extrémisme violent qui s'en prend au corps, aux identités, aux droits des femmes. Le choix du jury du prix Martin-Ennals cette année permet donc de rappeler la situation et les dangers particuliers que doivent affronter les militants des droits humains dans de nombreux pays. Si, au même titre que les hommes, elles sont menacées, attaquées, poursuivies en justice, détenues arbitrairement et parfois même tuées, ces dernières font également face à des abus spécifiques en raison de leur sexe, de leur genre, de la thématique qu'elles abordent. Elles s'exposent ainsi à des violences physiques, verbales, liées au genre, y compris à des violences sexuelles utilisées comme moyen de torture. Remettant parfois en cause les normes culturelles, les structures de pouvoir patriarcales ainsi que les rôles stéréotypés, les femmes qui défendent les droits humains peuvent se heurter à des réactions hostiles par le simple fait de militer, d'exprimer une opinion dans la sphère publique. Mesdames et messieurs, ce soir, au nom des autorités de la ville de Genève, c'est avec émotion, reconnaissance, gratitude que je félicite les 3 finalistes, Mesdames Ouda Al-Sarari, Madame Norma Ledzema, Madame Sizani Goubane, pour leur engagement, l'extraordinaire courage dont elles ont fait preuve et dont elles continuent de faire preuve. J'espère que cette nomination encouragera, renforcera le pouvoir des défenseurs des droits humains dans leurs pays respectifs et qu'elle leur permettra de faire progresser les causes qu'elles défendent avec une bravoure infinie. Leurs convictions, comme la force de leurs actions, forcent indéniablement le respect. Je souhaiterais également remercier les membres du prix Martin-Ennals, remercier cette fondation si précieuse pour le travail qu'elle effectue, saluer les nominations récentes de Madame Isabelle de Sola en qualité de directrice de la Fondation, de Monsieur Philippe Curat en qualité de président. Je voudrais enfin vous remercier, vous toutes et tous qui êtes venus ici ce soir. Votre présence constitue en effet la plus belle façon de réaffirmer notre attachement à la dignité humaine et à la justice. N'oublions jamais que les hommes et les femmes qui défendent les droits humains sont les derniers remparts aux violations de nos droits fondamentaux. Ce soir, face à des modèles inspirants, rappelons-nous aussi de notre responsabilité individuelle. Laissons de côté le défaitisme, levons-nous, mobilisons-nous, battons-nous pour nos droits et pour un monde où l'humanité et l'égalité triompheront de la violence, de la bêtise et de l'ostracisme. À toutes et tous, un très grand merci. Et c'est bientôt le moment de faire connaissance de ces 3 finalistes. Nous allons vous les présenter tour à tour, puis après nous aurons 20 minutes de conversation avec elles pour apprendre un peu à les connaître, à connaître leur quotidien. Et ensuite, la haute commissaire des Nations Unies, Michelle Bachelet, qui nous fait l'honneur d'être présente ce soir, révélera le nom de la lauréate 2020 du prix Martin-Ennals. Parmi nos 3 finalistes, j'appelle tout d'abord
j'ai le plaisir d'appeler sur scène Madame Huda Al-Sarari. Huda Al-Sarari est avocate au Yémen. Elle travaille depuis plus de 10 ans à défendre les droits humains en général, le droit des femmes, aussi dans un pays qui est profondément marqué par la violence, où se déroule en ce moment la plus importante crise humanitaire dans le monde, peut-être. C'est dire si son action est difficile, sa vie même est menacée. Voici son portrait en images. هذا داخل السجن بحيث إنهم ما يعرفوش، لأنه إذا حد شافهم ممكن يتعرضوا للتعذيب، فبالتالي كان الخلسة بشكل سري وكأنه سرقة، يعني يصوروا. بدأت تصلنا مجموعة من الشكاوى من الأمهات والأهالي إنه يتم اختطاف أولادهم في أوقات متأخرة من الليل. طبعا كانت هذه المداهمات تحدث ما بين الساعة 12 ليلا إلى الساعة 3 فجرا، وهذه كانت ضد الإجراءات القانونية المتعارف عليها في التشريعات اليمنية. وبما أننا محاميين كنا متنبهين إلى هذه النقطة، إنه تتم المداهمات من غير أي مسوغات قانونية. ما هي الجهة التي سوف تساعدهم؟ كل الجهات أو السلطات القائمة في محافظة عدن كانت تنفي صلتها بما يحدث، وكانت تنفي أنها تقوم بعملية المداهمات. هذا هو ما شدني للعمل في هذا الملف، إنه لا أحد تكلم بهذا الانتهاك ولا أحد يستطيع الولوج. طبعا الأمهات أو الأهالي بشكل عام يعني ما كانوش يعرفوا إلا فين يتجهوا. كانت تصير المداهمات بشكل مفزع، يتم إطلاق أعيرة نارية، يتم سرقة المحتويات المنزل. البعض يقول أنهم يغطوا وجوههم ولا تظهر غير أعينهم فقط، يلبسون ملابس سوداء، كانوا يحملون أسلحة متوسطة مثل الRPG الرشاشات. تشاهد هنا في المقطع كيف المعتقل معصب العينين، كيف يتم إجلاس المعتقلين بصورة مهينة جدا ومعاملتهم معاملة غير إنسانية. كونا قاعدة بيانات يعني كبيرة جدا. من هي القوات التي قامت بالاعتقال؟ حاولنا تحديد ما هي المواقع التي يتم اعتقال الأشخاص واحتجازهم فيها. ساعدتنا وكالة الأسوشيت بيرس عندما زارت عدن، ساعدتنا كثير التقارير أيضا الدولية التي صدرت من Human Rights Watch. Human Rights Watch says there are at least 18 secret prisons run by UAE forces in southern Yemen. Human Rights Watch says the UAE has been arming and training Yemeni special forces to fight local branches of Al-Qaeda and ISIL. It's documented dozens of cases of people, including children,
who were detained by those forces and may have been subjected to torture. The UAE أنا أول شخص من منظمات مجتمع مدني أو أول ناشطة تكلمت عن موضوع السجون السرية داخل عدن، وكانت هناك ضجة كبيرة عندما تحدث، وبعض المواقع الإعلامية تعرضت لحملة تشهير كبيرة جدا في وسائل الإعلام. تلقيت أنا شخصياً تهديدات، كنت خائفة جداً. أستمع إلى شكوى أمهات المعتقلين عما يتعرض له أولادهم، أرجع إلى البيت أجري وأقفل الباب علي خوفاً من إنه حد يلاحقني. لم يقف أحداً بجانبي. تعرض ولدي إلى إطلاق النار في محافظة عدن، قد يكون متعمد وقد يكون لا. طالبت بالتحقيق في قضية ولدي، لكن للأسف لم تساعدني أجهزة الأمن في ذلك. لدي أمهات مكلومات، خاصة بعد فقدان ولدي صرت أشعر بألم، ويعني غصة الأمهات لفقدانها لأولادهن. طبعا الأمهات ما كانوش يستطيعوا يخرجوا يتكلموا، لكن الأمهات صاروا اليوم قويات. صار هناك رابطة رسمية باسم أمهات المختطفين والمعتقلين. لديها أيضا حتى مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر، الفيس. بعد ما كنت أشعر بالخوف، بعد ما كنت أشعر بالضعف، الآن صرت أستمد قوتي وعزيمتي وإرادتي عندما أرى الأمهات بهذه القوة يتحدثن، عندما أرى الأمهات بهذه الصلابة. لا، ما أعتقدش إنه سوف أتوقف بيوم عن الأيام عن عملي. بالعكس تماما. العمل في مجال حقوق الإنسان لا يتوقف عند حد معين أو عند مجال معين. بالتالي حتى لو إن توقف الانتهاكات، ولنفترض إنه الانتهاكات قد توقفت، هناك يجب أن يكون جبر ضرر الضحايا. هناك منتهكين انتهكوا حقوق الإنسان، يجب أن يعاقبوا. ننتقل إلى مرحلة أخرى من العمل، جبر ضرر الضحايا، معاقبة المنتهكين وإحالتهم إلى القضاء حتى ينالوا جزاءهم عما ارتكبوه من انتهاكات بحق المواطنين البسطاء. وبالتالي ما أعتقدش أنه عملنا كمدافعين سوف يتوقف بيوم من الأيام، بالعكس. Et nous accueillons maintenant notre deuxième finaliste, Madame Norma Ledesma, qui va venir nous rejoindre également. Alors Norma Ledesma vient de Chihuahua, au Mexique. Elle n'était pas prédestinée au droit, mais le jour où sa fille a disparu, comme malheureusement tant d'autres jeunes filles,
C'est une triste spécificité de Chihuahua. La vie de Norma a basculé, elle est devenue la voix de centaines de mères, de pères. Elle a fondé et dirige Justice pour nos filles, Justicia para nuestras hijas, vous excuserez mon accent. Elle aussi a été menacée de nombreuses fois pour son action au cours des 15 dernières années, et voici son portrait. He visto morir compañeras, compañeros, defensores de derechos humanos. Desde entonces tengo guardaespaldas. Han sido una serie de amenazas. Hasta he recibido balazos en la casa. Hay comandantes que se han acercado a decirme, vamos a ser prudentes. Y yo siempre les contesto, las víctimas que yo represento, ¿no? Siguen esperando encontrar a su familiar. Nosotros no podemos descansar mientras que no le entreguemos la verdad a esa familia. Yo trabajaba en una maquiladora, un esposo, 2 hijos. La niña Paloma de 16 años, Fabián, mi hijo de 12. Paloma trabajaba también conmigo en la maquiladora y estudiaba un diplomado de computación. El 2 de marzo del 2002, Paloma a las 3:15 de la tarde se despide de nosotros. Ella tenía que haber regresado a las 8:30 y a las 9 Paloma no había llegado. La buscamos toda la noche por los caminos, por los periféricos, por las calles, por si algo le hubiera pasado, en todos los hospitales, pero pues nadie sabía nada. Nos fuimos a poner el reporte de denuncia. Nos dijeron que por regla teníamos que esperarnos 72 horas para buscarla, porque seguramente por ahí estaba con alguien. Yo estaba convencida, totalmente convencida, a Paloma se la habían llevado. Y creo que ahí empieza a cambiar mi vida. Yo sentía que algo le había pasado y nadie me estaba ayudando a buscarla. ...27 días buscamos a Paloma ininterrumpidamente. Cada día que pasaba, la esperanza de no encontrarla era menos. El 29 de marzo se localizó un cuerpo sin vida de una mujer. Mi resistencia normal era, no puede ser Paloma, pero sí era. No sé hasta ahorita qué pasó, quién se la llevó. Le dije, cuando tú naciste, Paloma, yo prometí defenderte contra todo y contra todos y no pude. Pero desde este instante, empeño la mía, te prometo no dejar de luchar ni un solo día hasta encontrar justicia. La computadora de Paloma fue la primera computadora que usamos. Yo no la sabía usar. Yo solo tenía mi primaria y no sabía lo que era ni siquiera un ratón, un mouse. Duré 5 años estudiando, hasta que me recibí con la licenciatura de Derecho. El sabor de la justicia me gustó. ¿Qué serían esos beneficios? Mucho. Él tiene una operatividad. Hay momentos que amargan trabajar con el gobierno. Tenía mucho odio a las autoridades, más que a los propios asesinos. Pero después de muchos años, creo que ahora hemos logrado lo que tenemos. Fiscalías especializadas, personas comprometidas, capacitadas. Hay personas con el corazón puesto a servir a la sociedad. Sí, no, adentro de la bodega ya no hay cuerpos. Nos consta porque se metió máquina y todo. Incluso con la máquina descartamos que no se pudo.
Y también había aprendido que el Estado, hasta que alguien con unos ojos externos lo sigue presionando y lo sigue revisando. Aprendimos el camino. Teníamos que mantener los casos con una mirada internacional para que el Estado pudiera beneficiar a la sociedad. Entonces, tenemos que usar las herramientas que tenemos y el gobierno tiene que hacer lo suficiente para reconstruirnos. Que han sido asesinadas, que continúan sus asesinatos en la impunidad. Todavía este año hay, al menos ahorita hay como 80 mujeres asesinadas en Chihuahua. Esa es la autoridad aquí en México. Desgraciadamente, a pueblos chicos, a pueblos grandes, a ciudades, a estados como este. Pero todos son los mismos. Tenemos miedo de salir a la calle, la verdad. Yo que más quisiera estar así como ustedes, hablando y no. Había muchas autoridades, entonces por eso dije yo, no voy a... ¿qué? En México, la cultura machista y patriarcal, los hombres se sienten dueños de las mujeres para usarlas y desecharlas. Mi lema es que el conocimiento es poder. Pero la vida nos colocó en una experiencia y en un aprendizaje que ellos no tienen. Aprendimos, no es que aceptemos, aprendimos a vivir con la pérdida de nuestro familiar, de nuestra hija, nuestra hermana. ¿Qué le ayudó? Mi camino. Su camino le puede ayudar al de ella, su camino le puede ayudar al de ella, porque las herramientas las tenemos nosotros. Gracias a la señora Norma. Gracias a ella. Tanto con derechos humanos también, con palabras, porque somos personas sensatas, sino nomás para exigir dónde está mi hija. Son ustedes los que me motivan y todo este proceso que ha pasado, pero que aquí está. Eso lo hace nomás el amor de una madre. El amor que le tengo a mi hijo, el amor por Paloma, me ha hecho estar aquí. Y por lo que hago. Porque lo que hago, lo hago con amor. Lo hago por convicción, lo hago por pasión. Et nous accueillons enfin notre troisième et dernière finaliste, Madame Sizani Ngubane, Mama Sizani comme on l'appelle dans son pays, l'Afrique du Sud. Sizane est militante depuis toute petite, pourrait-on dire. Les injustices faites aux femmes dans sa province du KwaZulu-Natal l'ont frappée déjà quand elle avait 5 ans. Militante au sein de l'ANC, elle a contribué à la constitution sud-africaine au nom des femmes rurales. Ces femmes rurales qu'elle connaît bien, ces femmes trop souvent à la merci des lois patriarcales qui leur interdisent de posséder la terre en leur nom. Sa mère elle-même a été expulsée de sa maison et depuis, elle n'a cessé de se battre pour ces femmes qui continuent aujourd'hui encore à se faire expulser. Un combat qui est aussi dangereux pour elle. Voici son portrait. ngoba kungenze ngakwazi ukuzethemba uMandlovu ngiyabonga ukuba uMandlovu oyimele angesabi lutho ngalomuntu. Who should be afraid of me? I
I think the traditional leaders are afraid of me because they don't even call me by my name. They call me the woman who hates traditional leaders, which is not the truth. I don't hate them. I hate what they do to the women. They are forcibly evicting people from their land without any constitutional basis. And in our culture, no traditional leader, including the king, could own land. He holds it in custody of the people. It's the people who own the land. And now it's the other way around. The traditional leaders collaborated with the apartheid regime and waged a lot of violence. The government is sensitive about challenging these traditional leaders in case they start another violence in the province. It's not that I'm not scared of them, because I know that they are dangerous, but to stand up on behalf of other women, I'm not scared of doing it if I know that I'm doing it on behalf of other people. Sathi sisebenze emabibini. Thina nje njenge-RWM asisebenze emabibini la kungcole khona la kuneziphi. When a woman has been forcibly evicted from her marital or natal home, they give her a ring and then I join her struggle. Yisono sami ukuthi angumzala ngumfana. Okusona isono sami ingani uyiphiwe uNkulunkulu. Sekufanele ngube udingileke. Ngoba nako angizalelwanga. Amantombazana akho uzowenza njani? Ngizowasho Uzohlala. When I was 5 years old, at the back of our home, there was an auntie there. When her spouse was home, she was beaten up. And it was usually in the evening. I knew that she was beaten up because I could hear the noise. Boom, boom, boom. And then I would hear the screams. I remember I look at my hands and they looked very small. And my wish was that when I grow up, I could assist her. Because I'm the eldest, I had to drop out of school and try to find a job. I didn't study law at all. I didn't study anything. I didn't get formal education. I'm a primary school graduate. Not too many people like the work I'm doing. I am scared of the night because a group of 10 young men came and attacked me at night and they nearly killed me. They left me thinking I was dead. Lapho emotwani umuzi nomuzi inhloko yalowo mnumzane okhona ekhaya ambhale phansi uma engayikhiphile le 1000 akazincothe okhokho babengenzi into umuntu ayenza. When we convene workshops, we're focusing mainly on knowledge and on publicity without people knowing their rights and their position. It's not easy for them to win these battles. I love my job.
I love this fight. I like this struggle, especially when I win the fight. We were very happy to be able to eradicate ukutwala, which is an adoption of young women and girls who are forced into marriages. I didn't want to say to them what you are doing is not right, but I thought by providing training, intensive trainings on women's human rights, they themselves would say, aha, it means ukutwala is a human rights violation. Men should learn how to deal with their egos and not take their frustration and make it a problem for women. Maintenant, on va profiter de pouvoir enfin parler avec ces trois femmes d'exception. Peut-être une première question pour Suzanne, qui est la doyenne ici ce soir. Maybe a first question for you. Sorry, I was asking it in French. Peut-être une première question pour vous. Désolée, je vous l'avais posée en français. Vous militez, vous luttez depuis si longtemps. Nous sommes là ce soir à Genève. Vous êtes là ce soir. Est-ce que c'est important pour votre militantisme? Est-ce que cela peut faire la différence? Oui, tout à fait. Je vais vous donner un exemple. Lorsque nous avons lancé le mouvement pour les femmes rurales, les femmes, les fillettes à l'époque, n'avaient pas le droit de prendre la parole en public, surtout dans notre province. Elles n'avaient pas le droit de prendre la parole en présence des hommes. Mais en l'espace de 2 ou 3 ans, après le lancement de notre organisation en 1998, les femmes et les fillettes non seulement parlaient en public, mais elles parlaient également dans le cadre des conférences internationales. Nous sommes très heureux de vous avoir ce soir. Je vais moi aussi, chausser mes écouteurs et je vais vous poser à toutes trois des questions. Il y a des similitudes dans votre lutte. Par exemple, vous, Norma, et vous, Huda, vous levez le voile sur des phénomènes secrets, l'impunité massive, vous avez dévoilé des prisons secrètes. Comment lutter contre ces gens qui éludent leurs responsabilités lorsque personne n'assume sa responsabilité? Vous, peut-être, Huda? Permettez-moi de vous expliquer quelle est la méthodologie de l'arrestation et des détentions dans la province d'Aden. Les Émirats arabes unis ont pris en 2015 le contrôle sécuritaire d'Aden et ils sont intervenus pour lutter contre les rebelles houthis et nous avions bon espoir à l'époque que les Émirats arabes unis garantissent la sécurité des citoyens. Or, c'est le contraire qui s'est produit.
il y a eu armement des milices de la part des Émirats arabes unis et ces milices ont perpétré des violations. Il y a eu des perquisitions, des raids dans les maisons à des heures tardives. On a tiré contre les familles et les enfants ont été enlevés. Moi, en tant qu'avocate, eh bien, j'ai reçu bon nombre de plaintes de la part des maires. Je me suis adressée aux autorités juridiques, aux autorités chargées du respect de la loi, mais rien n'a été fait, hélas. Et par conséquent, j'ai décidé de rencontrer certains de ces détenus qui ont pu se libérer. J'ai recueilli des informations et je me suis rendu compte qu'il y avait un réseau de prisons secrètes dirigées par les Émirats arabes unis au Yémen. Et par conséquent, j'ai formé peu à peu une base de données massive. C'est une base de données que je n'ai pas pu utiliser auprès du tribunal, auprès du parquet ou du ministère public. Et donc, j'ai créé un tribunal d'opinion publique grâce au soutien de Associated Press, notamment, et j'ai à ce moment-là dévoilé les preuves et tout ce que j'avais documenté sur ce phénomène. J'ai fait le lien pour rendre visite aux mères des détenus, aux familles des détenus, et j'ai fait la coordinatrice. J'étais donc un maillon entre ces organisations et ces familles. Outre Associated Press, il y a d'autres organisations qui ont planché sur ce dossier, celui de l'emprisonnement et de la détention illégale et clandestine. Bien entendu, ces crimes augmentent. Aujourd'hui, malgré les données que nous avons, rien n'a été fait. Cela dit, travailler avec les femmes des détenus et braquer les projecteurs sur ce phénomène, sur ce fléau, m'a aidé tout de même à libérer 260 détenus. Aujourd'hui, nous planchons encore sur ce dossier épineux, douloureux, pour libérer davantage de détenus qui croupissent encore dans ces geôles et pour que nous sachions quel est le sort de ceux qui sont encore portés disparus. Ce qui est intéressant dans votre lutte à vous trois, eh bien, dans la vie, lorsque certains s'adressent aux autorités et qu'ils sont face à un mur de silence, eh bien, les gens rentrent chez eux, ils ne font rien. Alors vous, Norma, à quel moment vous avez décidé que non, vous n'alliez pas accepter ce refus et que vous alliez agir? L'impuissance, la frustration et la rage, c'est énorme. Et ces émotions sont considérables. Ce n'est pas que les autorités ne pouvaient rien faire, c'est qu'elles ne voulaient rien faire. Et c'est là la différence. Le gouvernement mexicain peut justifier son inaptitude, son incapacité à agir en culpabilisant les familles. C'est plus facile pour le gouvernement mexicain, mais il y a une frustration, une rage qui prédominait, qui prédomine encore, sans compter la douleur et l'amour que je porte pour ma fille. À telle enseigne que, au début de la disparition de ma fille, j'ai appris les ficelles de la police. Et c'est ce faisant que j'ai pu lever le voile sur cette farce et faire face au gouvernement mexicain, aux autorités mexicaines. Et donc, peu à peu, j'ai assis ma position face au gouvernement mexicain. Lorsque l'on a découvert la dépouille de ma fille violée, torturée, assassinée et jetée dans un trou, eh bien, le gouvernement a comploté pour accuser un innocent. Et j'ai dû les confronter, j'ai pu libérer ce jeune innocent qui avait été jeté en prison. Et donc, je pense que c'est là le meilleur outil, connaître leur stratégie, connaître la façon sale avec laquelle les adversaires travaillent.
connaître leurs armes. Eh bien, je pense que la meilleure arme, en effet, c'est cet amour doublé de douleur. Cela, c'est mon arme, une arme qui me permet de faire face à ce péril, à ce danger et qui me permet de faire face au gouvernement. Est-ce que vous diriez toutes trois, bien entendu, vous avez parlé de l'amour d'une mère, vous êtes toutes trois des femmes, est-ce que vous pensez que vous luttez différemment de ce fait? Sizani, peut-être? En tant que fille, en tant que femme, en tant que mère, en tant que grand-mère, nous luttons différemment parce que la douleur n'est pas la même. Nous sommes celles qui sont responsables d'élever nos enfants et par conséquent, notre douleur et notre lutte est particulière, elle est singulière. Norma, vous avez dû retourner à l'école pour étudier le droit. Est-ce que la façon dont vous avez été traitée par les hommes après que vous soyez à l'école a changé une fois que vous avez acquis ce savoir? Réponse. Au Mexique, il y a une culture machiste, patriarcale qui a prédominé pendant des siècles. J'étais en primaire, j'étais allée juste en primaire lorsque ma fille a disparu et donc je suis retournée à l'école. Oui, j'ai quitté l'usine, je suis allée au secondaire, je suis allée à l'université et j'ai fait du droit. C'est vrai, parce que c'est un outil. Le savoir, c'est du pouvoir. Le gouvernement abuse de l'ignorance, de la pauvreté pour justement procéder à cet abus de pouvoir. Je suis avocate aujourd'hui. En fait, j'avais besoin de cet outil supplémentaire pour défendre les droits. Non seulement mes droits, mais le droit de toutes les autres femmes. Oui, il y a une différence. Je pense qu'il y a un respect à l'endroit du travail que je fais désormais. Huda, vous êtes une avocate depuis le début. Et dans un pays où les lois sont patriarcales, je pense qu'il est difficile pour une femme de travailler. Au départ, quelle était la carrière que vous imaginiez et pourquoi vous avez décidé de devenir avocate? Au départ, j'étais militante et bénévole dans la province d'Aden, dans une association de femmes. Ensuite, sur le terrain, j'ai connu bon nombre de femmes dont les droits sont violés. Et donc, il faut savoir qu'au Yémen, il n'y a aucune protection pour les femmes abusées. La législation est très faible en la matière et ne protège pas le droit des femmes. La société yéménite est patriarcale, elle est machiste. Et donc, les femmes ne recouvrent pas leurs droits, hélas. Donc, je faisais économie, j'ai quitté l'université et j'ai décidé de m'armer de ce savoir juridique pour mieux connaître les législations et l'arsenal juridique qui doit protéger la femme. J'étais donc auprès du barreau des avocats, je défendais les femmes emprisonnées et il faut savoir que dans notre société au Yémen, il faut que la femme acquiert du pouvoir, du savoir, pour qu'elle puisse défendre ses droits. La femme yéménite, dans sa famille, dans la société, au travail, est abusée, elle fait l'objet de ces violations flagrantes. Et donc la femme doit être forte et il faut que nous unifions notre rang, nous les femmes, pour que nous arrivions au poste de pouvoir pour participer au processus de prise de décision, pour influencer le droit en faveur des femmes. Huda, vous avez aussi, l'année dernière, vous avez reçu le prix Aurora, Huda, et nous avons été témoins du danger de votre travail. Le prix Martin Ennals a également pour objectif de vous soutenir, mais également de vous protéger dans votre travail quotidien. Pour l'heure,
Est-ce que ce prix que vous avez reçu, le prix Aurora, vous a protégé d'une façon ou d'une autre? Et qu'est-ce que vous attendez peut-être du fait que nous braquons les projecteurs sur vous aujourd'hui? Les femmes défenseurs des droits humains au Yémen font l'objet d'une panoplie de violations, lynchages médiatiques dans les réseaux sociaux. J'ai été menacée de mort, mon fils a été assassiné, mon autre fils est menacé. C'est pourquoi le prix Martin Ennals va m'accorder une sorte de protection et je pourrai, par le biais de ce prix, peut-être poursuivre mon travail pour défendre les droits humains, pour protéger, défendre, soutenir les mères de ces détenus. Nous allons lancer bon nombre d'initiatives pour condamner la détention arbitraire et les disparitions forcées. Mon association, celle que je préside, va créer une équipe juridique pour traduire en justice les auteurs de ces crimes et pour défendre les plaignants. Nous allons également poursuivre sur le dossier des disparitions forcées et des arrestations arbitraires. Donc, je pense que les autorités chargées de l'application de la loi doivent collaborer avec nous. C'est mon objectif en tous les cas. Il faut que nous fassions le voile sur ceux qui sont encore portés disparus aujourd'hui. Norma, vous avez une protection, si j'ai bien compris. Est-ce que si vous deviez réclamer davantage de liberté, eh bien, qu'est-ce que ce serait? Aujourd'hui, est-ce que vous avez le droit, vous pouvez vous déplacer librement dans votre ville? Oui, j'ai des gardes du corps depuis 9 ans maintenant. Lorsque nous sommes menacés, eh bien, je pense que on perd sa propre vie, on est spolié de sa propre vie. Et je continue. J'ai un fils aujourd'hui et j'ai préparé mes funérailles parce qu'aujourd'hui, il sait ce qu'il doit faire s'il m'arrive quelque chose. Il y a une liberté qui vient bien au-delà du soleil. Je pense que ici, la justice que ma fille et bien d'autres filles n'ont pas eue, eh bien, cette situation ne va pas changer, hélas, de mon vivant. Mais je continuerai ma lutte, malgré tout, envers et contre tout, pour un monde où règne la liberté, un monde où les femmes pourront vivre en liberté. Malgré tout, envers et contre tout, je poursuivrai. Je renonce à cette liberté pour lutter pour que toutes les Palomas s'unissent à nouveau aujourd'hui. Sizani, vous avez dit quelque chose de très important dans la vidéo que nous avons vue. Vous avez dit « Je n'aime pas dire aux femmes ce qu'elles doivent faire, je veux les éduquer et ensuite elles savent ce qu'elles doivent faire ». Est-ce que vous pensez que c'est véritablement la clé, la solution et peut-être que vous pourrez transmettre cette façon de faire aux générations qui suivront? Oui, c'est une clé qui a fonctionné pour moi. Parce que je n'impose pas aux communautés mes idées. Je crée un climat propice, je crée une situation par le biais de laquelle les femmes découvrent par elles-mêmes que ce qu'elles font n'est pas constitutionnel. Par exemple, Ukutwala, c'est une pratique préjudiciable traditionnelle qui consiste à enlever des enfants qui ont entre 12 et 17 ans, des jeunes femmes qui doivent se marier ensuite de force avec des hommes bien plus âgés qu'elles. En 2011,
j'ai rendu visite à une communauté pour la première fois et j'ai essayé de sensibiliser à l'époque les femmes quant aux droits humains. Et je n'ai pas voulu leur dire, voilà, ce que vous faites foule aux pieds la Constitution est inacceptable. Je voulais que les femmes le découvrent par elles-mêmes et je l'ai fait en organisant une série d'ateliers autour des droits humains, autour de la situation des femmes et des fillettes, dans l'espoir que ces 18 femmes et ces 2 hommes avec lesquels nous travaillons allaient le découvrir par eux-mêmes. C'était là mon espoir. Je voulais que ces participants-là, ces femmes et ces hommes découvrent que ce qu'ils faisaient n'était pas acceptable. Et à l'époque, une jeune fille de 12 ans a été enlevée par un groupe de 3 à 15 hommes. Les femmes elles-mêmes sont sorties et ont chanté une chanson « Les vaches vont rentrer à la maison ». En fait, c'est des enfants qui sont enlevés, qui sont mariés et leur dot, ce sont des vaches que les familles reçoivent. Donc, vous comprenez, si ces femmes, ces jeunes filles sont violées par des bandes d'hommes qui sont entre 3 et 15, si ces filles continuent à être torturées, écoutez, là, on parle d'une fillette de 12 ans. Donc, ce n'était pas facile. Et les femmes clamaient, chantaient cette tradition comme si elle permettait à ces jeunes filles de se marier et d'avoir leur propre foyer. Et le père de ces enfants enlevés obtiennent en retour des vaches. Donc, vraiment, il s'agit d'éduquer ces femmes pour que cette femme comprenne que cette tradition d'enlèvement, de dot, etc., n'est pas acceptable. Faute de quoi, si on n'accepte pas cette tradition, on est banni de la communauté. Et les oncles eux-mêmes, s'ils n'acceptent pas d'éduquer ces filles, eh bien, ils vont les vendre à leur tour. J'aimerais vous donner un exemple. Nonkululego, dans notre langue, ça veut dire démocratie. Mais Nonkululego, eh bien, ça n'a jamais été une réalité. Je pense à une femme qui a perdu ses parents lorsqu'elle avait 12 ans et elle a été éduquée par sa grand-mère. À 14 ans, son oncle a organisé avec un homme plus âgé qu'elle un mariage forcé. Donc, il l'a emmenée dans une voiture avec 4 hommes. On l'a assis à l'arrière entre 2 hommes et ils l'ont emmenée dans les montagnes, dans une forêt. L'oncle l'a quittée avec le chauffeur, il est rentré chez lui et elle s'est retrouvée en compagnie de ces hommes, ces inconnus. Elle a été passée à tabac, elle a été violée, elle a été ramenée de force dans la maison d'un de ces hommes et un jour plus tard, cet homme, qui était beaucoup plus âgé, l'a quittée. Enfin, il a donné du bétail à son oncle et l'oncle a accepté et elle s'est mariée de force. Donc, cette jeune fille a décidé en définitive de se suicider alors qu'elle avait 5 enfants. J'ai une pléthore d'histoires de ce genre, de témoignages de femmes qui se sont suicidées, de jeunes filles qui sont encore prisonnières de ces mariages forcés. Parce qu'il faut savoir que ce sont des proches de la famille qui ont l'intime conviction que cette tradition est juste, elle est bonne. Et donc, il faut poursuivre sur cette voie. C'est une voie qui va requérir des efforts de longue haleine pour que ces femmes et ces hommes eux-mêmes estiment qu'il faut mettre un terme à cette pratique inacceptable et honteuse. Et ce ne sera pas chose facile.
Et vous savez qu'il y a dans la communauté, dans les villages, des femmes, 100, 150 aujourd'hui, qui se réunissent au pied de l'arbre. Ce n'était pas le cas par le passé. Alors, nous sommes menacés, certes, mais nous voulons que la communauté accepte le fait que cette tradition n'est pas constitutionnelle. Nous allons poursuivre, nous ne baisserons pas les bras. En 2015, vous savez, depuis 9 ans, nous avons lancé la culture de la tolérance zéro contre cette tradition. Ukutuala. Merci, merci beaucoup. Merci infiniment à vous trois de votre lutte, de ce que vous faites, de vos exploits. Maintenant, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Michelle Bachelet, haut-commissaire des Nations Unies depuis 2018, première présidente du Chili à 2 reprises et première présidente élue au suffrage universel en Amérique du Sud. Directrice d'ONU Femmes de 2010 à 2013, elle s'est battue pour le droit des femmes tout au long de ses différents mandats. Et à la fin de son allocution, elle va nous révéler le nom de la lauréate 2020 du prix Martin Ennals. Mesdames les finalistes du prix Martin Ennals 2020, chers collègues, chers amis, c'est pour moi un honneur, un plaisir que de me joindre à vous à l'heure où nous affirmons notre engagement à l'endroit des défenseurs, défenseuses des droits humains. Ce soir, il y a 3 femmes, 3 héroïnes qui sont là et dont nous voulons saluer les exploits et le courage, la ténacité. S'il vous plaît, respectez les femmes qui sont à la tribune. Respectez les femmes. Non, ce n'est pas vrai. Respectez ces femmes. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Respectez les gens qui veulent rendre hommage à ces femmes. Si vous voulez me parler, on pourra le faire plus tard. Respectez les personnes qui sont à la tribune. S'il vous plaît, respectez ces femmes. Ce soir, nous sommes réunis pour rendre hommage à ces 3 femmes extraordinaires. Leur histoire, une histoire de courage et de bravoure, elles ont fait la différence dans leur communauté et dans le monde. Elles ont lutté pour la justice, pour l'égalité et elles ont dénoncé les oppressions dont elles ont fait l'objet. Ce sont des défenseuses des droits de l'homme qui ont été aux avant-postes des droits humains et qui ont été à l'avant-garde des mouvements sociaux dont on a tous tiré parti. Je dois dire que moi, en tant que féministe, je suis très heureuse d'être là ce soir et c'est la première fois qu'il y a 3 finalistes femmes du prix Martin Ennals. Toutes mes félicitations à vous 3 et merci pour votre travail et votre engagement. Chers amis, les attaques, le harcèlement de tous les défenseurs des droits humains est un phénomène qui augmente dans le monde, hélas. Mais les femmes ont une double peine. Très souvent, elles sont ciblées, attaquées parce que ce sont des féministes ou parce que simplement ce sont des femmes qui osent parler et parce qu'elles veulent exercer leurs droits universels. Les femmes, les défenseurs des droits de l'homme sont menacées et elles menacent elles-mêmes le statu quo, la notion traditionnelle de la famille, de l'honneur, la moralité, la culture traditionnelle. S'il vous plaît, madame, ne dites pas ces choses-là. Ne soyez pas vulgaire devant ces finalistes. Vous êtes en train de discréditer les femmes. S'il vous plaît, honorez ces femmes que nous voulons honorer. Je suis désolée, je suis véritablement désolée, mais je vais terminer mon discours parce que je suis là pour les femmes. Les femmes font l'objet de stigmatisation, d'oppression, elles sont menacées.
assiégés. Nous l'avons vu, les femmes défenseurs des droits humains menacent le statu quo religieux, les nations traditionnelles de la famille, de l'honneur, de la moralité ou de la culture. Nous savons tous que le chemin à parcourir est encore long et tortueux et nous devons ne pas baisser les bras. Bien entendu, il y a eu des améliorations pendant les décennies passées, mais nous ne sommes pas là où nous devrions être. Il y a un recul en termes des droits humains et une résurgence du récit qui met à mal les droits humains. Nous devons contre-attaquer et nous devons poursuivre notre combat. Le programme des ODD à l'horizon 2030 qui ont été adoptés par tous les États membres des Nations Unies reconnaît l'égalité en matière de genre et l'égalité entre hommes et femmes. C'est indispensable pour le développement de tous et c'est essentiel, c'est capital. Les sociétés du monde ont une responsabilité à assumer. Pendant des décennies, les femmes défenseurs de droits de l'homme ont fait peur de bravoure, mais contrairement aux hommes défenseurs, on ne leur a pas rendu justice suffisamment. Et vous trois, les finalistes, c'est vous qui façonnez le monde et l'avenir à votre façon. Sizane Ngubane, pendant des décennies, a lutté pour les femmes en Afrique du Sud, a lutté pour l'égalité homme-femme, plus particulièrement pour la femme rurale. Et par le biais du plaidoyer et des campagnes, Norma Ledesma, c'est une défenseuse des droits de l'homme lorsque sa fille, Paloma, a disparu alors qu'elle rentrait de l'école. Et depuis cette expérience terrible, elle défend les droits humains, elle lutte contre la traite des humains et elle a pu créer un procureur spécial pour les droits de la femme à Chihuahua. Huda El-Sarari est avocate. Elle travaille avec les organisations locales des droits humains et elle dénonce la détention arbitraire, la torture de milliers de garçons, d'hommes qui croupissent dans des geôles clandestines malgré les campagnes de diffamation, malgré le harcèlement, malgré les menaces. Elle poursuit, elle persévère. Je suis sûre que vous êtes tous émus par cet engagement, cette ténacité inébranlable. Vous tentez de trouver des solutions inclusives pour relever ces défis et vous tentez de participer au processus de prise de décision. C'est ce qu'il faut faire et merci pour votre engagement en faveur de la dignité humaine. Nous sommes là pour saluer ces valeurs communes que sont celles des droits humains. Nous sommes là pour créer un climat propice et nous célébrons et rendons hommage à cet effort remarquable. J'ai l'honneur aujourd'hui d'annoncer la lauréate du prix ENALS 2020, Huda El-Sarari. Huda El-Sarari est la lauréate du prix. Vous êtes exemplaire pour les défenseurs des droits humains dans le monde. Ce prix est une reconnaissance de votre combat et c'est un signe de soutien que nous avons à votre endroit. Je vous félicite de tout cœur et merci de vous tenir debout pour défendre les droits humains. Shukran. Permettez-moi de remercier la Fondation Martin ENALS qui rend hommage à mon travail et qui m'a décerné ce prix. Permettez-moi également de remercier ma famille qui m'a soutenue, quelles que soient les circonstances
contre vents et marées, malgré tout ce que j'ai vécu. J'aimerais remercier également Norma et Sizani pour tout ce qu'elles ont fait en faveur des victimes. J'ai eu le sentiment que leurs sacrifices, ce sont des sacrifices que je n'aurais jamais pu, moi, subir et ils auraient été insoutenables pour moi. Merci à vous. J'offre ce prix aux femmes des disparus, de ceux qui sont détenus arbitrairement, ces femmes, ces mères qui, jour et nuit, essaient de savoir quel est le sort qui a été réservé à leurs fils. Ces familles, ces mères vivent dans l'effroi, dans la terreur à cause des raids nocturnes qui sont orchestrés par les milices qui sont les acolytes des Émirats arabes unis. J'aimerais offrir ce prix à mon fils Mohsen qui n'est plus de ce monde. Il m'a toujours soutenu. Il a toujours été très proche de moi. Mesdames et messieurs, après la libération de la province d'Aden, des groupes Houthis, les Émirats arabes unis ont contrôlé la sécurité dans cette province. Et nous avions bon espoir à l'époque que les Émirats puissent faire primer l'état de droit, mais c'est le contraire qui s'est produit. Les Émirats ont créé bon nombre de milices qui entravent le droit, qui ne s'y plient pas et qui ne se plient pas au parquet. Et il y a eu des geôles clandestines qui ont été créées là où le détenu est torturé et privé de ses droits fondamentaux. Et on ne peut pas accéder à ces geôles. Lorsque j'ai découvert ce réseau de geôles clandestines qui sont orchestrées et dirigées par les Émirats et leurs milices, je n'ai pas pu les traduire en justice. Alors j'ai créé un tribunal de l'opinion publique avec les mères de ces détenus et de ces portés disparus. Nous avons pu participer à la libération de 260 détenus. Je remercie Associated Press, Human Rights Watch et Amnesty International qui se sont penchés avec moi sur ce dossier. Hélas, il existe encore plus de 2000 personnes qui croupissent dans ces geôles. Et c'est pourquoi je m'adresse à vous, vous en tant qu'organisation internationale, vous la presse, vous les diplomates, pour mettre un terme à ces violations et pour libérer ces victimes innocentes. Mesdames et messieurs, les Émirats se targuent de ces relations avec l'Occident, avec l'administration Trump. Mais croyez-moi, je suis une mère, j'ai perdu mon fils et j'ai vu de mes propres yeux le travail que fait les Émirats et ses milices. Je pense qu'aucun pays ne pourrait être fier d'avoir des relations avec les Émirats. Je suis sûre que les pays européens se tiendront aux côtés de ces victimes, aux côtés des mères de ces portés disparus et ne feront pas primer leurs intérêts économiques sur les droits humains. Les Émirats aujourd'hui ont ébranlé les fondations de ce pays d'un point de vue juridique. Il n'y a plus de parquet, il n'y a plus d'état de droit. Ce que je demande, c'est qu'aujourd'hui on fasse prévaloir la dignité des citoyens, des citoyennes yéménites. Et enfin, j'aimerais vous alerter sur le fait que les agissements des Émirats est similaire aux agissements des rebelles Houthis. Il y a une volonté organisée de détruire, d'anéantir les institutions yéménites. Les Houthis aussi n'ont cesse de perpétrer des violations contre les défenseurs des droits humains, contre les citoyens, contre les journalistes, et ils ont eu des agissements que je n'aurais jamais cru possible dans mon pays. Il faut donc dénoncer les milices Houthis pour que prévalent la justice, la liberté et les droits. Ce dont je rêve, c'est un pays sûr où règne la dignité et où prévalent les droits des citoyennes et des citoyens yéménites. Merci. Un grand bravo à Ouda, un grand bravo à nos finalistes aussi qui sont elles aussi honorées ce soir
Pour remettre ces distinctions, j'accueille M. Hans Thulen, qui est le président du jury de la Fondation Martin Ennals, qui a une très longue histoire au sein de cette fondation. Il me semble me rappeler l'année dernière avoir annoncé que c'était sa dernière année, mais il fait un si bon travail qu'il est toujours là. M. Hans Thulen qui va venir, ainsi que Mme la maire de Genève, Sandrine Salerno. Norma, maybe will come. Norma, s'il vous plaît. Can come here. It's better for the picture. Nous allons prendre une photo. Bonsoir. Comme vous pouvez le constater, je suis le seul homme participant ce soir. C'est pour moi un honneur que d'être parmi vous. Avant de m'acquitter de mon devoir et de décerner le prix, j'aimerais vous dire ce qui s'est passé récemment, un événement récent. L'un des avantages d'avoir mon âge, c'est que je peux vous dire qu'en 1993, nous avions annoncé le premier prix pendant la conférence de Vienne des droits humains. Nous avions créé le prix Martin Ennals à l'époque et il y avait une réunion d'ONG à laquelle j'ai participé. Nous avions demandé au président Carter de dire un mot quant à la politique en matière des droits humains. Il n'a pas pu parler, vraiment, parce qu'il était hué par un groupe de dissidents latinos. Ça s'est reproduit ce soir et j'espère pouvoir vous dire ce qui s'est passé. Il y a une militante qui a été finaliste du prix, qui est décédée il y a 2 ans, et elle s'est levée et elle a dit « Vous devez avoir honte de vous. Laissez les hommes parler. Vous auriez dû laisser le président Carter parler. » Et ensuite, les ONG qui étaient d'accord avec cette interruption inopinée ont été d'accord avec cette militante. Et c'est ce que je ressens aujourd'hui. Quel que soit le problème, en tant que défenseur des droits humains, on ne peut pas entraver le travail des défenseurs des droits humains et les empêcher d'être reconnus dans leur travail. Voilà, c'était une intervention spontanée et maintenant je m'acquitte de ma tâche avec beaucoup de plaisir. Sizani est particulièrement active pendant de si nombreuses années. Et Sizani a fédéré toutes ces femmes et on a fait un mouvement massif. Elle m'a dit d'ailleurs hier que si elle obtenait de l'argent, du prix, eh bien, elle l'utiliserait pour construire un mur pour protéger
les femmes qui vivent dans cette ferme, puisque vous savez que ces femmes ont déjà été attaquées. Et donc, cela vous donne un exemple de la façon dont cette protection peut être particulièrement concrète. Sizani, permettez-moi de vous décerner ce prix que vous méritez, et vous faites tout ce travail avec le sourire aux lèvres, un sourire véritablement désarmant. Et maintenant, cette année, Isabelle m'a dit que ce serait différent cette année. Alors, Isabelle s'est dit que l'on pourrait faire en sorte que l'on prenne des selfies dans un brouhaha joyeux et quelque peu chaotique avec nos finalistes et notre lauréate, avec Madame Salerno, la haute commissaire, et parmi nous. Et j'aimerais également inviter un représentant des 10 ONG qui siègent au jury du prix Martin Ennals. Je vous invite à monter à la tribune pour que nous prenions un selfie. Je crois que l'idée, c'est aussi que vous soyez, vous qui êtes venus tellement nombreux ce soir, que vous soyez aussi dans la photo et qu'il y ait également peut-être une standing ovation pour nos 3 finalistes avant d'aller se restaurer. Donc ne quittez pas pour l'instant, ça sera mieux sur les photos si vous êtes encore là. Donc vous avez compris que vous êtes dans la photo? Donc il faut avoir l'air d'être concerné par ce qui se passe, peut-être même vous lever. Voilà, et quand on est prêt pour la photo, je pense qu'on peut leur faire une standing ovation pour la dernière fois. Ah, en plus, s'il faut prendre plusieurs appareils photo, on ne va pas s'en sortir. Hein. Il faut encore applaudir. Hein. Avant d'aller vous sustenter, je vous demande encore un tout petit peu de patience. Nananer va nous régaler encore de 2 chansons.
Ne partez pas, ne partez pas. Elles vont pas chanter toutes seules. Allez, allez les nanas. J'y arrive pas moi toute seule, hein. Padrone,
gracias a la vida. Et là-bas, ah, on m'en réentend. Merci aux Nananères. Merci pour votre musique. Et comme vous l'avez découvert tout seul, la ville de Genève vous convie à une réception. Merci encore tous d'être venus ce soir et à l'année prochaine.